Béatrice Agamemnon, bonjour. Bonjour Frédéric Schneier. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un tour de cette ville. Avec vous êtes candidate. Tout à fait. Sur les municipales 2020. On va faire un tour de la ville, passer par différents points et puis essayer de voir avec vous quelle est votre vision, quelles sont vos propositions, à la fois quartier par quartier, mais aussi sur les différentes thématiques qu'on va aborder. On est ici devant la caserne des Vallières, qui est un projet qui court depuis plusieurs années, on va dire. Ça nous permet de commencer un petit peu par votre point de vue sur ce qui s'est passé. Il y a eu 2 mandats de Dominique Gros successifs, 12 ans. Le monde a beaucoup changé en 12 ans. Vous pensez que il est possible encore de faire de la politique dans ce monde? La politique, de toute façon, c'est la vie de la cité. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on travaillera toujours sur la vie de la cité. Donc, il y aura toujours de la politique. Donc. Est-ce que parmi les différentes propositions, on va dire, qui structurent votre programme, il y a quelque chose en particulier qui touche Devant les Ponts? Devant les Ponts, c'est un quartier qui est à la fois assez symbolique de la ville parce qu'il est très représentatif de la diversité culturelle, sociale et en termes de population qu'on peut trouver un peu partout. Vous avez des maisons de maîtres, à côté vous avez des maisons bien plus modestes, des HLM, etc. Pour moi, c'est vraiment un quartier qui est en devenir parce que justement, cette mixité en fait toute la richesse. On est à même pas 10 minutes de Metz. Il faut améliorer les liaisons. Malgré tout, on a des ponts qui nous séparent du reste de la ville. Mais on a plein de projets sur ce quartier. Alors, le premier lieu, la caserne des Vallières, qui devait être le nouveau centre de quartier parce qu'aujourd'hui, Devant les Ponts a une particularité, c'est qu'on n'a pas de chœur. Donc, il y a 2 chœurs, il y a 2 églises qui sont un petit peu les chœurs, on va dire, historiques communs, mais qui ne sont pas des chœurs en tant que place où les gens se rencontrent. Voilà. Et donc l'idée de requalifier la caserne des Vallières, c'était aussi créer un nouveau cœur de quartier qui n'existe pas aujourd'hui. On est à l'Agora, projet qui est un des projets emblématiques du dernier mandat de Dominique Gros. Ce bâtiment, il était essentiel, il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose parce qu'il a apporté à la fois une nouvelle centralité puis la culture dans ce quartier qui en avait bien besoin. Par contre, il est encore méconnu. Moi, je discutais avec des gens du quartier, les gens n'ont toujours pas compris qu'ils pouvaient y aller sans payer. Il y a beaucoup d'activités périscolaires. Il y a beaucoup d'activités périscolaires, mais il y a pas mal d'activités payantes, mais il y en a aussi plein de gratuites. Et on a des gens du quartier qui ne viennent pas parce qu'ils pensent que c'est payant. On passe devant l'UEM, IFLUID bien sûr, l'UEM qui abonde à hauteur de quasiment 12 millions d'euros. 12 millions et demi, le budget de la ville. Comment vous allez employer, vous, cette manne? Parce que ça nous permet à la ville de financer ou d'investir, d'avoir des capacités d'auto-investissement assez confortables, on va dire. Comment vous utilisez, vous, cette... de toute façon, le budget de la ville, il est ce qu'il est. Donc demain, il ne sera pas extensible. Donc les 12 millions et demi, j'entends certains candidats dire qu'ils vont le consacrer à un budget vert, certes, mais ils sont déjà utilisés, ces 12 millions et demi. Donc de toute façon, si on utilise ces 12 millions et demi à un budget spécifiquement vert, il faut trouver 12 millions et demi d'économies pour combler finalement les masses financières qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, il faut rester sur le même niveau d'investissement, à peu près entre 30 et 40 millions d'euros par an en termes d'investissement. Mais aujourd'hui, on est contraint plus aussi par l'État qui nous oblige à rester sous la barre des 1,2% d'augmentation des frais de fonctionnement. Donc il faut investir, mais sur des investissements vertueux qui n'augmentent pas les frais de fonctionnement. Donc il va falloir qu'on travaille. Et donc dans mon projet, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment partir sur les hypothèses financières d'aujourd'hui sans augmenter, pour ne pas augmenter les impôts, et donc en gardant cette manne de 12 millions et demi pour toutes les priorités qu'on avait vues. On va attaquer la côte qui nous mène à Bellecroix. Donc ce quartier de Bellecroix, un point de vue, un avis. Pour moi, Bellecroix, c'est vraiment un quartier qui a été vraiment délaissé par tous les élus à la suite. Donc effectivement, il n'y a pas eu de projet structurant à Bellecroix. On a le nouveau programme de renouvellement urbain là, qui a été signé d'ailleurs avec la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, il y a un petit mois. Aujourd'hui, je le trouve manquer d'ambition.
Il faudrait qu'on arrive à mieux travailler sur une couture de ce quartier-là qui est quand même qu'à 5 minutes du centre-ville. Oui. Aujourd'hui, c'est compliqué pour y aller. Le relier aussi au boulevard de Trèves, parce qu'il y a des commerces à proximité, mais ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ici, on passe devant toutes les fortifications. C'est un patrimoine à mettre en valeur, hein, qui est quand même assez unique et qui est quand même très méconnu. Et puis, on a tous les logements sociaux dans ce quartier-là, qui sont dans un état lamentable pour la plupart. Et là, il y a un vrai travail de fond à faire avec MHT notamment, pour réinvestir massivement dans ces locaux-là, pour donner un cadre de vie décent. Alors on est arrivé dans Borny, un point de vue sur Borny, c'est un quartier qui a une réputation à Metz. Qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin voilà. Est-ce que vous pourriez moi je trouve que c'est un quartier qui a vraiment beaucoup évolué à Borny, notamment avec l'arrivée du Métis, tous les aménagements qui ont été faits dans ce cadre-là, aménagements urbains, et les opérations de démolition, de reconstruction d'immeubles. Et je pense que tout ça, ça a changé l'image du quartier. Alors pas à 100%, mais en tout cas, les habitants qui y sont, pour beaucoup, s'y sentent bien. Alors, moi, ça m'a beaucoup étonnée parce que j'ai quelques colistiers qui sont d'ici, de Borny, vraiment originaires du quartier, qui vivent et qui le pratiquent très régulièrement. Et il y a une vraie chaleur humaine qu'on a du mal à retrouver dans d'autres quartiers. Une vraie entraide qui est sans doute liée à la diversité des cultures qui sont ici. Et en fait, je pense qu'il faudrait que les Messins connaissent mieux cette chaleur humaine. Les Messins imaginent des dealers, des trafics, etc. Certes, il y en a, mais l'image du quartier a beaucoup changé et on le voit. Par contre, il y a une vraie proportion d'étrangers, donc il faut aussi savoir intégrer ces populations-là, et notamment dans le cadre de l'éducation donnée aux enfants, faire en sorte qu'ils parlent bien notre langue et puis qu'ils puissent après évoluer favorablement. La politique culturelle de Béatrice Agamemnon, en 2 ou 3 traits pour dessiner un petit peu ce que ça... En 2 mots, c'est la culture pour tous, pour tout le temps. Donc aujourd'hui, on a une politique culturelle qui est plutôt très riche. Oui. On a vu les événements comme Constellation, etc., qui permettent de mettre la culture à portée de tout le monde. Il y a plein d'associations, etc. Il faut mieux les faire connaître. Aujourd'hui, je trouve que ça manque. Ce qui manque aussi, c'est des événements toute l'année. Par exemple, Constellation, c'est de fin juin à septembre, mais tout le reste de l'année, à part les fêtes de Noël, vous n'avez rien. Donc il faut vraiment qu'on fasse peut-être moins d'événements pendant l'été parce qu'il y a une surabondance d'offres et je pense que les gens n'en profitent pas, mais qu'on arrive à mieux essaimer ça toute l'année dans tous les quartiers pour que tout le monde puisse en profiter. On arrive, droit devant nous, il y a rue de la Sarre, donc rue de Sarre, pardon, avec des ensembles en zone franche qui ont changé aussi le fond de Borny finalement. Tout à fait. C'est un coup réussi, il y a quelque chose à revoir? Le problème de la rue de Sarre, c'est que du coup on a concentré toutes les professions médicales ici et on n'a plus rien au centre-ville. Alors après, je sais bien qu'il y a une problématique d'accessibilité PMR, notamment personnes à mobilité réduite dans les cabinets du centre-ville. Ici, quand vous voyez tous les véhicules garés, il y a un vrai problème d'accès. On ne peut pas venir rue de Sarre si on n'est pas en voiture. Il n'y a pas d'accessibilité en bus. Le Métis, c'est pas très loin, mais ça commence à faire un petit trotte à pied. Hein. Donc en général, quand vous allez chez le médecin, c'est que vous n'êtes pas forcément très en forme, donc c'est un peu moyen. Je trouve que c'est bien parce que ça a changé l'image du fond de Borny et puis notamment avec toutes les constructions qui ont été réalisées. Et puis le technopôle qui est intéressant, mais qui est à mon avis pas assez dense par rapport aux besoins. Globalement, c'est tout un quartier. Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes mort. Voilà. On entre tout doucement dans la Grange aux Bois. Alors déjà un point de vue sur ce quartier, puis on abordera un petit peu le sujet de la famille, puis des animations. Mais déjà le quartier de la Grange aux Bois. Alors le quartier de la Grange aux Bois, pour moi c'est un quartier qui est quand même assez méconnu. Je regardais les jardins familiaux, excusez-moi, parce que oui, mais ça fait partie de ma politique espace vert. Là, on a quand même doublé le nombre de jardins familiaux dans la ville. Il y a encore 2 ans d'attente pour avoir un jardin.
Sur la Grange aux Bois, c'était les premières expérimentations urbaines finalement. Ce que je regrette par rapport à ce quartier, c'est l'étalement urbain qu'il a généré, mais bon, c'est passé, c'est passé. Toujours est-il que quand vous discutez avec les habitants d'ici, ils sont très heureux de vivre dans ce cadre de vie finalement de campagne à la ville, quoi. Donc la plupart considèrent que la desserte est correcte, donc c'est quand même déjà un bon point. Les espaces verts sont plutôt de qualité. Après, moi je vois, ma vision c'est de la personne extérieure à ce quartier qui trouve dommage de voir des maisons à perte de vue et pas assez de services. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on retravaille, j'ai appelé ça la ville du quart d'heure. C'est un concept qui a été développé par Carlos Moreno qui est un économiste. Oui. C'est d'avoir tous les services et à moins d'un quart d'heure de chez soi. Donc c'est renforcer les mairies de quartier par exemple. Oui. Moi je fais ce que j'ai appelé des maisons de cœur de quartier, donc où il y aura les services bien sûr administratifs que donne une mairie, mais un pôle unique emploi-formation pour mettre en relation entreprises et demandeurs d'emploi en lien avec toutes les structures existantes, mais aussi les formations qui sont nécessaires. Redynamiser les petits centres de quartier pour y remettre les services de proximité, petits commerces, cantinières, etc. à proximité. Et puis aussi une présence policière un peu plus conséquente. On est arrivé au Technopole, alors on va le longer puis on va replonger à l'intérieur, les Nîmes à notre gauche notamment. De quoi parler emploi? Quels sont plutôt les moyens d'un maire ou d'une maire pour agir sur l'emploi dans sa ville? Le maire, il peut faire plein de choses. C'est déjà arriver à mettre en relation les acteurs. C'est pour ça. Alors moi, je vous ai dit, je ne crée pas des maisons de l'emploi de la formation, mais dans les mairies de quartier, on proposera ce sujet-là. Aujourd'hui, on a un souci, c'est qu'on a des demandeurs d'emploi, on a des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre et on n'arrive pas à matcher. Pourquoi on n'arrive pas à matcher? C'est parce que la formation qui va bien n'est pas là. Donc ça me semble très important d'arriver à avoir une continuité de tout ça et en aidant et en facilitant la vie à la fois aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Sur les demandeurs d'emploi, moi je vois beaucoup qui ont, par exemple, beaucoup d'étrangers, notamment d'origine étrangère, qui ont la fibre entrepreneuriale. Oui. Mais ils n'ont pas, les codes. Et donc sans les codes, difficile d'ouvrir un petit commerce, d'ouvrir un petit atelier, etc. Et je pense qu'on a aujourd'hui un pôle emploi-formation qui existe à la mairie, il n'y a que 4 personnes. Moi je voudrais le renforcer pour qu'on puisse accompagner encore mieux toutes ces personnes-là. Il y a un pôle qui est intéressant qui est au Laurier, un pôle des Lauriers à Borny, on est passé tout à l'heure, mais il n'y a que des gens de Borny qui vont. Et il n'y a personne des autres quartiers qui sait que ce pôle peut les aider à chercher, à développer un emploi, etc. Si on parlait d'écologie sous l'ère Béatrice Agamemnon, ça donne quoi? Par exemple, regardez ici, vous avez des petits immeubles et vous avez des espaces verts qui sont énormes, des banquettes, etc. Mais il n'y a personne qui utilise ces espaces-là. Personne. Pourquoi ne pas densifier? Alors ici c'est un parking, mais vous avez la même chose entre chaque bâtiment là, vous avez des surfaces énormes, mais qui ne sont même pas intéressantes écologiquement, c'est que de l'herbe. Donc il faudrait soit qu'on retravaille ça pour faire des parcs, des jardins, etc. Ou alors on reconstruit et puis on fait des toitures végétalisées pour compenser. On fait de l'étalement urbain, on a des parkings à perte de vue, alors que là il y a le Métis en face. Voilà. Donc la question. Oui, typiquement là on a un côte à côte d'utilisation exacerbée de la voiture et pour autant une ligne. Il y a une ligne de transport en commun juste en face. Alors qui permet de desservir quand même les écoles. Tout à fait. Les écoles qui sont. D'accord. Donc l'écologie pour vous c'est ça, c'est essayer de travailler dans la dentelle. C'est plein de choses. Il faut lutter contre les îlots de chaleur. Aujourd'hui, il y a des îlots de chaleur urbains, on passera devant certains tout à l'heure, j'imagine, donc on aura l'occasion d'en parler. Il faut replanter la ville, la renaturer. Alors ici, c'est assez vert, mais il y a des endroits dans le centre-ville, et notamment avec toutes nos places minérales, ça va être juste invivable quand on aura des étés à 55 degrés en 2050.
il faut planter des arbres, il faut créer des îlots de fraîcheur, donc remettre des fontaines dans la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de fontaines, il n'y en a plus beaucoup, donc à la fois des fontaines d'agrément, mais aussi des fontaines d'eau potable. Il y a des animaux dans la ville. Vous imaginez un chien qui se promène, s'il y a 30 degrés à l'extérieur, lui, il a les pattes à 45 degrés. Donc il faut vraiment qu'on puisse aussi apporter un rôle climatiseur qu'apporte à la fois l'eau et puis les arbres dans cette ville. On passe près de la prison, c'est l'occasion pour nous d'aborder le champ de la sécurité. Certains candidats ont porté très vite le sujet comme étant primordial. C'est en même temps dans les sondages effectivement un des centres d'intérêt, pour dire ça comme ça, des citoyens. Votre point de vue sur la sécurité, mauvaise, moyenne, bonne, et puis votre projet pour la sécurité à Metz dans le cadre de ces municipales. Alors moi j'ai habité Vanveux-là, donc quand on me dit que Metz c'est pas une ville, c'est que j'ai un petit peu de mal, parce que quand vous avez habité une banlieue chaude, voilà, vous savez ce que c'est une banlieue chaude, et je peux vous dire que Borny c'est pas une banlieue chaude. D'accord. Par rapport à ce que j'ai connu. Par contre, il y a clairement un sentiment d'insécurité dans la ville. Oui. Alors, il est dû à plein de choses. Le premier, on en parlait tout à l'heure, c'est l'éclairage public, oui, qui est assez, pour mon sens, insuffisant. La présence policière qu'on ne voit pas. Moi, ce que je propose, c'est de densifier la présence à la fois dans les quartiers et dans la ville, hein, sans forcément multiplier le nombre de policiers, hein, mais au moins en réorganisant différemment les tournées. La nuit, oui, la nuit, travailler en collaboration avec la police nationale pour qu'on puisse assurer des présences, notamment en sortie de boîte et en sortie de lieu chaud. Peut-être travailler avec l'ensemble des acteurs de la nuit, en faisant un conseil de la nuit et en proposant par exemple à plusieurs restaurateurs dans une rue de s'associer pour faire une garde privée qui permettrait aussi de pacifier leurs clients, direct, voilà, quand ils sortent de leurs établissements, etc. Et puis moi je ne suis pas pour les vidéos de surveillance, mais à un moment je pense qu'il faut en mettre, et donc il faut en mettre au niveau des sorties d'école, sur les lieux un petit peu chauds sortis de la ville. Par exemple, la sortie de tout à l'heure, on était à la BAM. Dans la rue en face de la BAM, s'il y avait 2-3 caméras de vidéosurveillance, peut-être que les gens iraient peut-être plus dans les bars à côté en disant c'est plus sûr pour nous. Et puis plus ostentatoire, donc un peu plus ostensible, voilà. En tout cas. Et puis voir ce qui se fait aussi des caméras mobiles et qui ne sont pas fixes et qui bougent sans arrêt, donc ça permet aussi d'être un peu dissuasif. Et donc présence policière, les vidéosurveillances, et aussi surtout dans les parcs, parce que les parcs et jardins la nuit sont souvent très agités et ça gêne beaucoup les riverains qui, même s'ils n'y vont pas, ont ce sentiment qu'il se passe plein de choses et puis c'est le fantasme. Oui. Magny aussi, qui est un peu loin de la ville finalement. Loin de la ville, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Il vit bien ce quartier? Vous êtes allé faire des réunions là-bas? Oui, j'ai fait des réunions avec les Magnifiques, comme ils s'appellent. Ouais. Donc ils sont heureux de vivre à Magny. C'est vrai que c'est le village, hein, la vie de village. Par contre, ce que me disent les habitants de Magny, c'est qu'ils se considèrent comme étant un quartier délaissé de la ville. Comme ils sont loin de tout. Alors, une des phrases qui avait été utilisée, c'est on récupère les vieilles décorations de Noël du centre-ville. Voilà. Donc, effectivement, c'est un sentiment un peu d'abandon. Il y a encore quelques commerces à Magny, mais c'est plus aussi dynamique que ça a pu l'être. Et puis surtout, problème d'accessibilité à ce quartier-là. Et notamment, alors, si vous allez prendre le train, le soir et le matin, vous pouvez pas aller. Il y a d'autres quartiers de la ville, ça peut se faire à pied. De Magny, ça commence à faire un peu long. Si, ça se fait, mais c'est bon. Le stationnement dans Metz, la politique de stationnement qui a été menée, elle est illisible. Alors moi, pour être honnête, quand je suis rentrée dans la municipalité de Dominique-Gros, il y avait un projet commun qui avait été fait. La question du stationnement, j'avais été dedans, hein. C'est sorti là ces derniers mois, mais on n'a jamais parlé de ça. Mettre du stationnement payant, pourquoi pas, parce que ça permet d'avoir une rotation, mais aujourd'hui c'est complètement illisible. Même moi qui discute de ce sujet quasiment toutes les semaines en conseil du maire, j'ai toujours pas compris les endroits où j'étais obligée de rester qu'1 heure maximum, 2 heures, une demi-journée, etc. Donc si moi, en tant qu'élu, j'ai pas compris, j'imagine que le médecin et
touriste de base ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc il faut ramener de la visibilité à ce sujet-là. Remettre gratuit des zones où il n'y a pas besoin. Par exemple, le boulevard Pexan payant, il n'y a jamais personne. Donc je ne vois pas l'utilité. Il y a des quartiers, par exemple, la rue aux Arènes, peut-être par contre la mettre payant, parce que là, pour le coup, les riverains ne peuvent plus se garer. Et moi, je crois beaucoup aux possibilités de stationnement très courte durée devant les commerces. Donc en mettre systématiquement dans chaque rue pour qu'on puisse aller dans les commerces. Un point de vue sur ce quartier, un point de vue sur ce centre-ville numéro 2. J'ai entendu requalification, c'est-à-dire rajouter du verre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, faire des constructions ici, faire un quartier d'affaires, pourquoi pas. Je trouve que Muse est plutôt réussi, même si moi j'aurais jamais fait un deuxième centre commercial, parce que je trouve que la capacité financière des habitants de la ville et puis même des touristes n'est pas suffisante pour à la fois acheter au centre-ville et acheter ici. Et on le voit au nombre de boutiques qui ferment. Hein. Je pense qu'à un moment, on fait de la compétition inutile en interne dans notre ville. Par exemple, cette rue-là, je la trouve quand même assez agréable. Alors même si aujourd'hui il y a plein de travaux, etc. Mais le fait d'avoir plusieurs restaurants, etc., c'est plutôt sympathique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que je trouve que l'architecture n'est pas recherchée. Il y a des grands noms de l'architecture ici, mais sincèrement, il faut le savoir. Voilà. Quand on voit la halle Michelin, on ne peut pas dire que M. Michelin se soit foulé non plus quand il a proposé ça, même si Pompidou est chouette. Donc il faut vraiment qu'on aurait pu être plus exigeant. Et j'ai le sentiment qu'on a plutôt laissé les clés à des promoteurs en disant vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Et les plans masse d'origine, moi j'en ai vu certains, le quartier était bien plus vert que ce qu'il est réellement aujourd'hui. Troisième ligne métisse, vous êtes pour? Moi je suis pour densifier les... Je vous ai dit, hein, mais on aurait dû en faire 5. Justement, mais vous n'en metteriez qu'une troisième ou vous travailleriez troisième, quatrième, cinquième. Ouais. D'emblée sur les... Je pense qu'il faudrait qu'on travaille tout de suite à faire tout. Le centre Pompidou, pour vous, c'est le nouvel emblème de la ville? C'est un des nouveaux emblèmes de la ville et c'est surtout ce qui nous permet d'être connus au niveau national, voire international. Ça m'avait beaucoup marqué, j'ai fait un voyage il y a une dizaine d'années, le centre Pompidou venait d'être ouvert et les gens m'ont dit « Ah oui, Metz, on sait où c'est parce qu'il y a le centre Pompidou ». Et c'est la publicité autour du centre Pompidou qui a fait que ces personnes qui venaient de France entière arrivaient à visualiser Metz sur une carte. On a besoin d'emblèmes comme ça, on a besoin de totems. C'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut qu'on rayonne. C'est pour ça que je parle de la ville qui rayonne dans mon programme, pour qu'on soit connu à l'extérieur. Et vous rajoutez quoi, par exemple, dans votre programme pour faire rayonner la ville? La mesure, s'il n'y en a qu'une à retenir. Alors la mesure pour faire rayonner la ville, il y en a plein, mais aujourd'hui, c'est par exemple mettre un fonds d'investissement territorial pour qu'on puisse développer les filières de demain, et notamment la ville intelligente. Sous votre férule, qu'est-ce qui va se passer pour le commerce à Metz et en périphérie? Alors il y a plusieurs choses sur le commerce. Alors sur le commerce, moi je vous disais, je voulais réimplanter du commerce de proximité. Oui. Comment on fait? Donc soit en mettant à disposition des bâtiments communaux, il y en a, oui. On peut le faire, soit en préemptant un certain nombre de murs. Il y a des opérations, par exemple l'opération de revitalisation des territoires, c'est des nouveaux procédés qui existent et il faut qu'on puisse réacheter des cellules commerciales qui aujourd'hui ne se louent pas parce qu'on a des propriétaires qui font tout simplement de la défiscalisation et si on les taxait, de toute façon ça ne changerait pas grand chose parce que ce ne serait pas suffisant pour les inciter à louer. Donc il faut vraiment qu'on remette du commerce au centre-ville. Moi je pense que c'est majeur. On parlait tout à l'heure de zone franche, ça peut être peut-être un outil, mais il faut qu'on regarde si juridiquement c'est possible. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on est plutôt sur des opérations de revitalisation des territoires. On est arrivé quasiment au terme de ce parcours. En face de nous, cet hôtel de ville. Alors j'aurais plusieurs questions. La première, c'est sur les 2 derniers mandats de Dominique Gros, vous avez fait partie de l'équipe du second, même si vous n'avez pas pu être en accord avec tout, c'est un petit peu logique, on va dire. Si vous aviez une note à donner, peut-être sur 20. Alors, le premier mandat, je dirais 12. 12 et le deuxième,
allez, je dirais 13,5. Pourquoi 13,5? Tout simplement parce qu'on a fait pas mal de choses et je trouve qu'on a fait des choses bien, et notamment moi dans ma délégation. On n'est pas la 3e ville la plus verte de France pour rien. Mais par contre, il y a plein de sujets qui ont été abandonnés. Je pense aux pistes cyclables, qui était une des priorités du premier mandat. On a peu fait de gros investissements au 2e mandat. C'est aussi dû au fait que l'État avait réduit les moyens de la commune. Donc on a peut-être fait moins que ce qu'on aurait pu faire. Voilà. Et d'ailleurs, le maire m'a dit, si tu avais été là au premier, tu aurais pu faire de très belles choses que j'ai jamais pu faire par manque d'argent, tout simplement. Alors vous briguez la place de Mai, vous sentez le poids et vous sentez les épaules pour administrer un navire tel que moi j'ai fait des projets qui étaient à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc déjà le montant financier géré par la ville, je sais faire, j'ai déjà fait plein de fois. Donc ça c'est pas un sujet. Sur les ambitions, etc., les choses que l'on propose, c'est tout à fait des choses faisables financièrement, intellectuellement. De par mon métier, de par mes délégations à la fois à la mairie et à la métropole, j'ai quand même une certaine expérience et contrairement à pas mal d'élus, par exemple, j'en ai plus que certains élus. Le maire de Voipy, il n'était que maire de Voipy. Hein, c'est quand même qu'une petite commune, 14 000 habitants. Il y a certains candidats qui n'ont jamais été élus. Et donc pour vous, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et envisagé. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation.